La plupart des gens qui vont critiquer le fait que je monte dans la cage, c'est des mecs qui n'auraient pas les couilles de faire un tête-à-tête sur un parking à Carrefour. Mais les guerriers d'Internet qui sont cachés derrière un clavier avec une photo dans un canoë-kayak et puis une bière comme ça, qu'est-ce que tu veux lui dire? À part va te faire enculer, hein. Mathias, pour commencer, j'aimerais te parler un petit peu de ta jeunesse et de comment tu l'as vécu, donc de ton parcours avant le succès. Elle ressemblait à quoi ta jeunesse? Écoute, elle était enrichissante. Enrichissante parce que j'ai eu la chance de connaître plein de milieux différents, de rencontrer plein de personnes différentes, de vivre plein de choses différentes. Donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui, quand je suis arrivé à l'âge adulte, j'avais les armes pour... Enfin, personnellement, j'avais les armes pour lutter contre la société, me sentir un peu à l'aise et puis j'étais prêt à affronter la vie tout simplement, tu vois. Et de cette période, il y a des choses qui t'ont marqué dont tu t'es servi pour des leçons, des apprentissages? Ouais, les déménagements, le fait de changer de ville, de changer de copains, de changer d'environnement, de changer de milieu social, de changer de conditions de vie, ça m'a changé, tu vois. Ça m'a marqué, tu vois. D'avoir tout, de plus avoir grand-chose, d'avoir plein de choses, d'avoir moyennement. Tu vois, c'était un peu dur des fois, ouais. Il y a eu des grands écarts de ton mode de vie, de ton milieu social, de ton expérience en fonction des années à cette période-là? Ouais, ouais, bien sûr. Comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais j'ai déjà connu J'ai eu la chance d'avoir une vie plutôt modeste. Après, j'ai eu la chance de connaître des choses incroyables avec des voyages, des grandes maisons. Après, on est reparti à un truc un peu plus compliqué. Après, une vie normale. Enfin, on a fait le tour de tous les milieux sociaux différents. Ce que je peux dire de tout ça, c'est que c'est souvent les gens qui ont le moins qui donnent le plus. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans la vie en général. C'est souvent les gens qui ont moins de choses, qui sont plus partageurs, qui sont plus généreux. Ça, je l'ai appris dans... Ça m'a marqué dans ma jeunesse aussi, de voir des gens qui n'avaient pas grand-chose, tu vois, qui étaient vraiment ultra méga généreux, toujours souriants, puis voir des gens qui avaient tout, finalement, qui tiraient la gueule, qui étaient malheureux, qui s'inventaient des problèmes, et qui étaient très radins, très fermés, très... Tu vois. Donc, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. De ce côté-là, j'étais assez d'accord avec ça. Et pour parler plus de la décennie de ta vingtaine, ton parcours pro et perso, il ressemble à quoi à cette période? Alors, moi, j'étais basketteur à une époque. Donc, après, j'ai eu des grosses blessures au niveau des genoux. Et puis, moi, comme j'avais appris à faire que du sport ou des conneries, quand j'avais plus le sport, bah, je suis parti dans des dans des petites expériences personnelles où j'essayais de me débrouiller, de gagner ma vie comme je pouvais, tu vois, comme j'étais habitué à gagner ma vie avec le sport. Ça m'a plongé dans l'inconnu, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert la vraie vie là, quoi, tu vois. Il fallait que je trouve ma voie, donc j'ai essayé plein de choses. Tu as plusieurs fois parlé de l'aide de ta femme. Tu as dit qu'elle t'a beaucoup aidé et canalisé. En quel sens elle t'a aidé, donc en quel sens elle t'a canalisé du coup? Mais c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Tu vois, c'est important d'avoir une femme à tes côtés. Et moi, ma femme, elle a toujours été là, elle a toujours fait en sorte que j'évolue, tu vois. Donc même quand il y a un truc qui va pas, elle me le dit, tu vois, c'est comme ça, on s'entraide. Elle a toujours été là, en tout cas, même quand c'était difficile, elle est toujours là. Là, ça va un peu mieux, elle est encore là, elle est toujours pareille, tu vois. Elle est fidèle à sa ligne directive. Et il y a aussi cet aspect de maturité, de t'aider à grandir à cette période où tu as déjà dit que justement tu te cherchais, tu manquais de maturité. Moi, je me cherchais, bah oui. Non, mais c'est dur de trouver être un homme, c'est hyper compliqué, tu vois. D'être un garçon, de devenir quelqu'un de responsable, c'est dur, hein. Tu vois, franchement, de se trouver en tant qu'individu, de trouver sa personnalité, de trouver les choses que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire. Tu vois, c'est hyper compliqué de devenir un homme, quoi. Tu vois, devenir un petit garçon, être un garçon, il y en a qui ont 40 ans qui sont encore des petits garçons, tu vois. Parce qu'ils ne se sont pas trouvés, ils n'ont pas trouvé leur équilibre, et puis ils ne savent pas ce qui est bien et mal pour eux. Donc, non, se trouver en tant qu'homme, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et au-delà des difficultés que tu as évoquées liées au sport, donc les blessures et tout, est-ce qu'il y a à cette période d'autres difficultés, d'autres moments un peu compliqués qui t'ont marqué et qui t'ont servi un petit peu pour la suite? C'est l'ensemble, c'était plus dans la vie en général, tu vois. Moi, j'avais un entourage, je vais pas les citer, mais où j'avais plein de gens qui avaient beaucoup de choses pour réussir et qui n'ont pas réussi, tu vois.
parce que manque de discipline, ils pensent qu'à eux-mêmes, ils ont pas les bons réflexes, puis ils font pas les choses comme il faut, tu vois. Puis du coup, j'ai vu des gens qui avaient tout et qui avaient plus rien, tu vois. Et ça m'a, jusqu'à aujourd'hui, je me sers de ça, tu vois, de pas finir comme quelqu'un à qui on a donné des cartes pour réussir et puis qui va tout foutre en l'air et qui fait que de la merde, tu vois. Donc ça, oui, ça, j'ai vu des gens qui étaient très hauts, qui sont venus très bas, et ça m'a toujours marqué, ça. La crainte un peu du potentiel gâché. À la crainte de passer à côté de sa vie, tu vois, ça arrive à tout le monde, hein. Il y a plein de gens, hein. Il y a des gens qui ont plein de choses pour bien faire et en fait qui font n'importe quoi, qui font pas bien les choses parce qu'ils sont pas bien entourés, ils ont pas eu les bonnes leçons de vie, on leur a pas dit les choses quand il fallait, puis du coup ça en fait des échecs, quoi, tu vois. Il y a une expérience qui a été assez importante pour toi à cette période, c'est le théâtre, si j'ai bien compris. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix de te lancer dans le théâtre? Bah, c'est-à-dire que même quand j'étais avec des copains tout le temps, je faisais toujours le con, j'aimais bien faire rire un peu la galerie, tout ça, tu vois. Mais j'avais ce besoin en moi de, je sais pas, je me disais, ah ouais, c'est fait pour toi peut-être, essaye de le faire, toi. Puis un jour, je suis passé devant une école de théâtre qui s'appelle Laboratoire de l'acteur. C'est placardé au mur, tu vois. Après le soir, je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur Internet et tout. Et je suis parti faire les auditions, genre 3 ou 4 semaines après, tu vois. Et ouais, c'était dur, c'était chaud. Mais c'était ce que je voulais faire. Quand je suis rentré dedans, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Tu vois, ça a mis du temps, mais je kiffe, tu vois. Et l'adaptation à ce milieu, elle était comment? Parce que c'est un milieu très particulier et surtout qui était nouveau pour toi. Ouais, c'était dur, ouais. Bah, c'était dur parce que c'est pas mon monde, quoi. On va pas rentrer dans le cliché du théâtre, mais il y avait quand même beaucoup de fragiles, de bobos, fils à papa écorchés vifs, qui s'inventent des problèmes de vie alors que tout va bien, tu vois. Et puis ce qui m'avait choqué dans le théâtre aussi, c'est que les gens étaient là pour... c'est plus une thérapie, le théâtre, en fait. Moi, j'avais l'impression d'avoir que des barges dans le truc. Moi, je pense que j'y étais aussi un peu, mais en fait, quand tu regardes d'un œil un peu extérieur, c'était vraiment... c'était la cour des miracles, quoi. Et justement, tu parles de ton entourage qui te percevait comme drôle, mais est-ce que toi, tu t'imaginais faire de la comédie, devenir acteur? Est-ce que c'était une suite logique pour toi, une fois qu'on sait que t'es drôle et que t'as une aisance avec ça, c'était pour toi un peu la suite évidente, ou c'était vraiment un pari que t'as tenté? En fait, moi, j'ai pas de... Je me dis pas, je vais faire ça de ma vie, je vais devenir ça, tu vois, je fais confiance à ma bonne étoile, moi, je me suis jamais inquiété pour ma vie, dans le sens où je me suis jamais dit, moi, je me suis toujours dit que ça allait aller, tu vois, dans n'importe quelle situation. Et là, jusqu'à aujourd'hui, je fais confiance à mon destin, tu vois, je suis pas du tout inquiet. Demain, si tout s'arrête, bah, c'est pas grave, tu vois, je ferai autre chose, j'ouvrirai une boulangerie, je ferai du patin à glace tout nu, on va trouver, hein, tu vois, y a pas de... Je fais confiance à mon destin, mais il n'y a pas de... Je fais ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ça se trouve, demain, j'aurai envie de faire de la planche à voile, je sais pas. J'écoute toujours mes intuitions, mon cœur, et puis si j'ai envie de faire quelque chose, j'essaie de le faire, tu vois. Et la décision de te lancer dans l'humour sur Internet, c'était un truc un peu calculé par rapport à ce que t'aimes faire, ce qui te va, ou c'était vraiment un truc instantané, un peu instinctif? C'était instinctif, hein. C'était pendant le confinement, tu vois. C'était pendant le confinement, et puis... non, c'était... J'avais fait des petits sketchs avant, tu vois, parce que ça m'amuse en fait. Moi, j'aime bien, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est être avec des potes et créer des situations, puis on s'amuse, tu vois. Et je fais pas ça dans l'objectif de se dire, ouais, on va tout péter, on va faire le million de vues, bouh, tu vois. On a foutre, quoi, tu vois, c'est vraiment. Si ça me fait rire, moi, avec mes potes, le soir, on le regarde, on est mort de rire, ça suffit, tu vois. Après, si ça marche, super, tant mieux, on fait ça aussi pour que ça plaise aux gens, c'est cool si ça plaît, tu vois. Mais de base, on fait ça avec des copains pour s'amuser, c'est vraiment le truc, c'est de s'amuser, quoi. Faire ça avec des potes, et puis voilà, quoi. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ta bagnole. Alors, soit tu me suis. Bouge ta bagnole. Bouge-la toi, en fait. Allez, bisous. Et à ce moment, pourquoi tu as créé un personnage? Bah, j'ai créé un personnage parce que, je sais pas, je trouve que le beauf, c'est marrant, tu vois. J'ai toujours aimé ce genre de personnage, moi. Je kiffe un peu les ringards, tu vois, j'aime bien. C'est un truc qui... Puis moi, je crois que je suis un peu ringard aussi, donc je sais pas, ça a été... C'est venu naturellement, quoi. C'est pas un truc où... Même quand je faisais du théâtre, je faisais un personnage un peu comme ça, tu vois. Le fait de créer un personnage, t'as pas été connu sous ton vrai nom, t'as pas été connu en tant que Mathias Kiviger, t'as été connu en tant que donc, un personnage. Et comment tu l'as vécu, du coup, de percer sans être toi-même? Moi, c'est mieux. Hein. Bah, c'est mieux, écoute, c'est bien. Après, après, les gens reconnaissent un visage plus qu'un nom, tu vois, les gens s'en foutent, quoi. C'est...
Non, non, c'était cool, hein. Franchement, les gens sont gentils, quoi. Ça, c'est ça ce qui m'a choqué dans ça, c'est que les gens étaient hyper gentils, tu vois. Il y a beaucoup de bienveillance, tu vois. Puis on a un pays avec un sens de l'humour. Moi, j'aime l'humour français, tu vois. On a un humour. Tu connais les gens quand ils viennent me voir et tout. Je vois le type de personne que c'est, je suis content, tu vois. Je suis content de ça. T'es D'avoir content, rassemblé des. t'es content de voir des gens extrêmement différents, qui te parlent de choses Ouais, différentes bah et oui, tout. la France, quoi. Tu vois, des gens qui viennent un peu de différents horizons, mais tu sais, on a cet humour, toi, je le dis souvent, tu vois, on a moi, en tout cas, ma génération, en France, on a été éduqué avec un humour qui touche tout le monde, quoi, tu vois. Tu vas chez les beaufs, tu vas à Lille, tu vas à Bordeaux, tu vas dans un quartier, machin, tout le monde connaît les inconnus, on a les mêmes références humoristiques, et en fait, c'est la France, on a l'humour, en fait, qui est bien à nous, tu vois. Vous êtes à égalité maintenant. Mais oui, c'est ça le plus important dans le télémagouille. Puisqu'à partir de cette égalité, je vous pose la dernière question qui vous départage et on peut enfin savoir qui peut gagner le gros lot. Le Ngolo. Et justement, par rapport à cet humour dont tu parles beaucoup et qui existe à travers tes personnages, est-ce que c'est plus simple pour toi de t'exprimer à travers ces personnages et d'exprimer Bah oui, cet hein. humour? Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr que moi, si j'arrive comme ça, sans mettre d'humour basique, et puis je dis les horreurs que je dis, ça va très mal passer. On va dire c'est un malade, le mec, c'est un facho, c'est un culé fini, tu vois. Alors que pas du tout. Mais le personnage permet justement de dépasser certaines limites, mais toujours en gardant de l'amour et de la bienveillance derrière tout ça, quoi. Tu vois, faut pas déconner non plus, faut pas arriver dans un truc sans fond, sans rien, sinon c'est compliqué. Pourquoi t'estimes qu'ils ont autant marché ces personnages, au-delà peut-être même de du simple fait qu'ils sont drôles? Bah, ça correspond à l'époque, je pense, parce que l'époque est à la castration, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Tout le monde casse les couilles, en fait. C'est une société, moi, personnellement, qui me casse les bonbons, parce que c'est devenu tellement la prison. C'est une prison, en vrai, de pensée, d'action, c'est horrible. Tu vois, aujourd'hui, pour n'importe quoi, on te fout un scandale sur le fion. Enfin, t'as des trucs qui se passent, quoi. T'as des mecs qui sont brisés juste pour un truc qui a mal été interprété ou que quelqu'un a pris. Tu vois, c'est chaud, tu vois. Et en fait, ce personnage-là, ça a fait du bien aux gens, je pense, de voir qu'on peut rigoler encore de certaines choses. Tu vois, de se permettre ça, de se permettre ci. Parce que je te dis, encore une fois, on a été éduqués comme ça. Moi, ma génération, même les anciens, les anciennes générations, ils ont été éduqués comme ça. Tu vois. Et c'est ça qui met la barrière entre les gens, c'est on pense qu'on est connecté avec les réseaux, les machins, les trucs, mais humainement parlant, je trouve que la société n'a jamais été aussi séparée que maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut appartenir à ce clan-là pour faire de l'humour sur ce clan-là. Il faut connaître lui pour dire ça. Tu vois? Alors qu'avant, on n'était pas comme ça, nous. On tapait sur tout le monde, on rigolait, on était dans la bienveillance, tout le monde se charriait, c'était sympa. Mais là, aujourd'hui, laisse tomber. Ouais. Tout le monde est dans son coin, comme ça, prêt à... Tu as parlé de la séparation de la société, avec tes personnages, tu as la volonté de rassembler les gens, du Ouais. coup? Bon, après, sans aucune prétention, hein, je suis pas Bien non sûr. plus... À ton niveau. Ouais, je suis pas au-dessus de la montagne avec un truc, venez, tu vois, mais j'ai envie, en tout cas, de ça. J'ai envie que des gens se connectent, tu vois, moi, ça me fait grave plaisir, moi. Des fois, on fait des tournages et je rassemble des gens qui sont pas du tout du même univers à la base, et ils rigolent ensemble, ils sont contents, tu vois, ça me fait plaisir, tu vois. Ça me touche de voir ça, parce que c'est ce qui fait la force de notre pays. Moi, je suis content de ça, tu vois. Je suis content qu'on puisse se rassembler sur certaines choses. Ah, viens, je vais te montrer un truc, je vais te montrer la vraie France, pas celle des médias, là, viens. Donc là, on est avec Chérif, d'origine tchétchène, donc musulman, lui c'est les sports de combat, 200%, les blagues de cul, t'oublies. Ça c'est Thomas, mon petit halouf, mon petit jambon, bouffeur de vin rouge, de sauciflard de pain, très bon vivant la boule de merde. Il fait 1m50 les bras levés, Pikachu. C'est vrai. Ça c'est Boubacar, d'origine sénégalaise, John Café, on l'appelle Thor et pas pour la coupe de cheveux. Hein. Mon pineur. Tu vois ça? Ils sont complètement différents, mais ils s'entendent bien parce qu'ils se respectent. Et c'est ça la France. Est-ce qu'il y a aussi l'objectif de dénoncer des stéréotypes en s'en moquant, notamment le racisme, le sexisme, la masculinité toxique? Est-ce qu'il y a cette volonté du coup de s'en moquer pour mieux le dénoncer? Bah bien sûr.
Après, tu sais, c'est. Moi, en gros, je me moque de personne. Toi, je me moque pas des gens, moi. J'ai pas de. C'est. J'essaye de faire passer des messages. En fait, si tu veux, c'est grossier, c'est tout, mais à la finale, il y a quand même un peu de. Je prends toujours l'exemple de la famille qu'on a en Bretagne, par exemple. On interprète trop les choses dans la société aujourd'hui. Tu vois, on cherche pas à comprendre. Tu vois, ce que je veux dire, moi, je suis plus moi, je pense différemment sur certaines choses. Tu vois, si quelqu'un me vole un scooter, je vais pas dire, ah, il m'a volé un scooter, l'enculé. Si je le retrouve, je vais plutôt lui demander m'intéresser pourquoi il a volé le scooter, tu vois. Et après, je pourrais le juger. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est un gamin qui crève la dalle, qui a pas d'argent, qui vit sous un pont avec ses parents, il te vole un scooter, bah, tu peux comprendre qu'il te vole le scooter. Par contre, c'est un petit con qui a tout ce qu'il faut et qui te vole un scooter, là, t'as envie de le marrer, tu vois. Mais on s'arrête trop à ça, puis on creuse pas assez. Est-ce que tu penses que le ton que tu utilises dans tes vidéos permet de mieux faire passer des messages importants que si tu les expliquais de façon très premier degré, même si tu avais de bons arguments? Le fait que ce soit de l'humour, ça permet de faire mieux passer les messages. Ouais. Bah, l'humour, ça fait toujours plus. Bon, ça dépend. Si t'arrives à un enterrement où t'annonces la mort de quelqu'un, et ton oncle est mort, et tu fais une blague, bon, c'est pas très drôle, tu vois. Mais l'humour, en fait, moi, ça m'a toujours permis de. Je trouve que l'humour, ça ouvre beaucoup de portes, quand même. Tu vois, c'est plus agréable d'entendre des choses avec de l'humour. Tu vois, c'est premier degré, c'est dark, c'est sombre. Un mec qui te dit ça avec bienveillance, avec un peu le sourire et tout, la patate, ça, le message, il passe mieux pour moi. Qu'est-ce que j'ai dans la main? C'est 10 €. Et on les met où? Dans le gogo, dans le blé-blé. Voilà, monsieur. Oula, c'est super. Voilà, je crois que c'est quand même important de garder. Non, là, c'est trop. Les uns. Et justement, tu as déjà parlé des choses qu'on pouvait dire et pas dire et ton ressenti là-dessus. Et est-ce que toi, ça a été une crainte de blesser des gens ou d'être critiqué pour certaines blagues, notamment des accents? On sait que ça peut blesser des gens, il y a des gens qui n'aiment pas et tout. Est-ce que c'est un truc est-ce que déjà tu t'es posé la question? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à des discussions, à des critiques sur ce sujet-là? Franchement, non. Une fois, il y a un mec qui m'a dit ça, mais c'était au club de MMA, tu vois. Il m'a dit, je savais pas si c'était de l'humour ou des trucs. Bon, après, l'humour, il passe pas tout le temps. Hein, tu vois, quand tu blesses les gens, il faut accepter d'avoir déconné aussi, tu vois. Pour l'instant, moi, ça m'est jamais arrivé. La majorité, 99,9, ont compris que c'est de l'humour, tu vois. Après, je te dis, t'as toujours des gens qui essaient de s'emparer d'un certain passage pour en faire un truc, tu vois. Moi, j'ai des gens qui ont pris des passages de vidéos pour faire croire que j'étais facho. Après, d'autres qui ont fait ça pour faire croire que j'étais raciste. Tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, oula. Donc, t'es dans un truc. Moi, j'ai été insulté j'étais raciste anti-blanc, raciste anti-noir, raciste anti-homosexuel, grossophobie. Parce que les gens, en fait, ils prennent des passages, ils interprètent à leur sauce et puis ils te mettent dans les trucs. Mais en vrai, non. J'ai jamais eu de soucis. Si la majorité dit que je les ai blessés, eh ben j'ai blessé, j'ai fait une erreur et j'ai pas été bon, c'est tout, tu vois. Mais ça veut pas dire que je suis un enculé. Tu vois ce que je veux dire, l'erreur est possible aussi. Hein. L'erreur est humaine, donc si tu fais une erreur, il faut juste l'admettre. Tu dis, écoute, voilà frérot, j'ai fait une erreur. Je suis désolé, pardon, si je t'ai fait du mal, pardon. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. On a parlé donc de ton succès un petit peu, mais j'aimerais en parler davantage encore, notamment de l'idée de succès soudain, qui est quand même, t'en es un très bon exemple, le fait d'avoir des succès sur Internet qui sont assez spontanés et du jour au lendemain, des gens se retrouvent énormément exposés. Comment toi tu l'as vécu du coup, le fait de devenir connu assez vite et une figure publique assez vite? Franchement, ça m'a pas fait grand-chose. Hein. Je te dis, hein, ça m'a pas bouleversé la vie plus que ça. En fait, à part l'emploi du temps qui a changé un petit peu et tout, mais c'est pas. Moi, ça me change en rien, quoi. Je m'en fous. Hein, moi, tu sais, c'est pas. Moi, j'ai la même vie qu'avant. J'ai ma femme, mes enfants. Là, tu vois, j'ai fait le même trajet tous les jours. La seule chose qui a changé, c'est que je reçois plus d'amour des gens, c'est tout. Et ça, c'est cool, tu vois. Il n'y a rien qui a changé particulièrement, quoi. C'est pas. Et justement, par rapport à succès, quand on goûte un peu à un succès, qu'on a une carrière comme toi donc, sur Internet, est-ce qu'on a la peur que ça peut ne fonctionner qu'un temps, surtout quand on arrive avec un phénomène de buzz qui est justement extrêmement court pour la plupart des gens? Non, en vrai, je m'en branle, moi. Franchement, je te dis la vérité, c'est pas ce qui me fait lever le matin, tu vois, de me dire que j'ai du buzz, j'ai pris un follower, toi. Je m'en branle complètement, quoi. C'est pas du tout ce qui me fait... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce que j'aime. Tu vois. Donc, pour l'instant, je fais ce que je kiffe, je fais mon théâtre, mes spectacles.
Tu vois, là, je suis heureux, moi, tu vois. Là, je suis heureux. Mais je suis heureux pas parce que j'ai du buzz, hein. Je suis heureux parce que je fais mon spectacle le soir, je suis content. Je rentre, ma femme, elle est en santé. Mes enfants, ils sont en santé. Les parents, ça va, tu vois. Moi, c'est ça qui me rend heureux, tu vois. Le reste, le buzz, on s'en bat les couilles. Et est-ce que tu te poses des fois la question du renouvellement dans ce que tu fais? Le fait de ne pas vouloir, tu sais, durer trop longtemps sur une même, sur une même gimmick, une même blague, un même sujet, pour essayer de se renouveler constamment. Tu penses souvent à ça? Ouais, non, c'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, là, je vais lui mettre des tartes, ça me casse les couilles. Hein. Je vais pas arriver à mettre des mandales à tout le monde. Au bout d'un moment, bon. Quelque part. Ça tourne rond, quoi, tu vois. Il faut pas épuiser les concepts. Il faut savoir se renouveler quand tu fais ce métier-là d'artiste, tu vois. Il faut savoir essayer autre chose, mais il faut pas rester toujours dans un truc, toi, sinon après tu saoules les gens. Et puis moi, je me mets toujours à la place des gens qui regardent. Moi, il y a des comiques que j'adorais, que je peux plus encadrer parce que je les ai trop vus, tu vois. Ah, c'est bon, le mec, il te fait 50 stories par jour, il te fait 5 vidéos par semaine. Putain, à la fin, tu peux plus les encadrer, les mecs, tu vois. T'as pas mal parlé de ton rapport à la notoriété, du fait, tu l'as redit tout à l'heure, du fait que tu t'en fous, etc. Malgré tout, tu as un parcours qui fait qu'on te voit dans les médias, qu'on te voit dans diverses activités. Donc, on parle du sport, on parle de spectacle. Est-ce que tu arrives à t'y retrouver dans cet équilibre entre dire je m'en fous de la notoriété, mais en même temps, j'ai un parcours où je suis constamment visible et constamment mis en avant par toute forme de plateforme? En fait, si tu veux, c'est la notoriété, c'est être connu et puis kiffer la notoriété, c'est différent. Tu vois, moi, je connais des artistes qui sont connus, mais qui s'en foutent d'être des gens qui sont totalement simples, tu sais, qui sont des gens normaux comme tout le monde, quoi, tu vois. Et en fait, voilà, la notoriété, ce que je critique dans le fait de la notoriété, c'est les gens qui vivent pour la notoriété. Donc, ça veut dire qu'ils font les choses pour. Je vais sauter sur une voiture parce que ça va faire le buzz. Je vais faire une photo avec lui parce que ça va me ramener des trucs, tu vois. Puis les gens, ils kiffent ça, ils aiment qu'on leur donne des privilèges, ils aiment qu'on les reconnaisse, et puis ils vivent pour ça, tu vois. Moi, dans le sens où je dis je m'en fous de la notoriété, c'est que ça va pas changer mon comportement et je vais pas faire des choses contre ma nature. Pour ça, tu vois. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Ouais, mais ça va te ramener 100 000 followers. Mais j'en ai rien à foutre. C'est pas, je vais pas aller contre mes principes pour la notoriété ou pour ce que ça peut ramener. Même l'argent n'a aucun impact. Même si tu me dis ça, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. C'est tout. Après, évidemment que il faut être. Si tu fais ce métier-là, il faut aussi accepter de faire des médias. Puis moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien être là, être avec toi, discuter, parler, c'est cool, tu vois. C'est intéressant d'échanger des points de vue, de discuter, j'aime bien ça, tu vois. Mais je vais pas vendre mon âme ou vendre mes principes pour de la notoriété. Mais j'ai déjà fait des choses dans ma vie, moi, dans l'artistique où j'étais pas à l'aise du tout, je l'ai regretté, tu vois. Les trucs, des fois, tu te retrouves dans des situations, tu te dis, oh ouais, putain. Et ça, quand tu ressens ce truc-là, ouais, c'est horrible. C'est horrible. Et en fait, les gens, la plupart des comédiens, quand ils font un truc qui leur plaît pas, ils le font parce qu'ils ont besoin de ça financièrement. Et que, tu vois, et c'est leur métier, donc ils veulent pas être mal vus après, mais c'est chaud, quoi. Il y a des fois, tu te dis, putain. C'est ce qui rend malheureux les acteurs, je pense aussi, des fois. On a parlé donc de ton métier d'acteur, on a parlé de l'idée de se renouveler dans l'humour. Ton renouvellement, il est aussi passé par le MMA, qui est quand même le nouveau grand chapitre de ta carrière. C'était une volonté pour toi de montrer une nouvelle facette de toi? Franchement, non. Une nouvelle facette de moi, non. Hein. J'ai pas pour objectif de montrer, regardez, je suis un animal. Tu vois, non, franchement, non. C'est juste... j'ai toujours été fasciné par ce que ça procurait comme émotion, ça. Et puis moi, j'ai toujours dit, j'ai une admiration sans fin pour les combattants, les professionnels et tout, tu vois. Et puis, non, ça doit être un kiff de pouvoir rentrer dans une cage, tout le monde te regarde, tu vois, ça doit être un truc émotionnellement parlant. Et puis moi, j'aime bien le côté aller au-dessus de ses limites, tu vois, de se dire, allez, vas-y, on va voir si t'es capable, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours l'admiration pour les gens qui osent et qui entreprennent, tu vois. Et monter dans une cage, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc... Bonsoir Paris. Non, en tout cas, j'ai hâte d'être le 9 mars et le charisme de Wish, on va le faire dormir, frère. C'est l'appel du challenge qui te pousse à faire ça? Ouais, challenge, et puis après, moi, j'aime bien m'asseoir chez moi et me dire, ah, ça y est, on l'a fait, tu vois. Moi, j'ai mon petit carnet chez moi,
j'ai un petit carnet que très peu de personnes savent, mais j'ai mes objectifs de vie, puis je mets une croix dessus, tu vois. Et quand je mets la croix, hop, je tourne la page et puis j'en fais un autre. Tu vois. Et justement, sur ce carnet, par rapport au MMA, l'objectif, il est simplement de faire un combattant, de faire un combat pro, ou il est multiple l'objectif par rapport au MMA? Non, l'objectif déjà, c'est de gagner le combat. Tu vois, ça, moi, je pense qu'à ça. Donc, c'est un challenge qui est risqué, on va pas se mentir. Hein. Ça se trouve, je vais arriver dans la cage et je vais être une horreur. Je vais être très crispé, puis je vais faire un combat qui va être ridicule au possible, tu vois. C'est quelque chose auquel tu penses souvent, ça? Ouais, bah, j'y pense tout le temps, là. Je me couche en dormant, je m'endors avec ça, je me lève avec ça, je vais à l'entraînement avec ça, tu vois. Tant que t'es dans un tunnel, tu vois, je pense que même les kilomètres que je fais tous les jours, je les sens même plus, tu vois. Je pense qu'à ça, tu vois. Je suis vraiment dans mon tunnel. Il y a justement la réaction des gens par rapport à ton annonce que tu allais combattre, qui a surpris des personnes du fait de ton statut de comédien. L'écart entre la comédie et le MMA est assez important et on n'imagine pas un comédien faire du MMA et l'inverse. Est-ce que déjà tu es conscient de ce grand écart et est-ce que ça t'inspire quelque chose, le fait d'exercer deux métiers aussi différents? Après, c'est les gens, ça. C'est les gens, c'est la société. Hein. Donc, c'est chacun. En fait, si tu veux, ils aiment bien mettre des gens dans des cases, en fait, dans la société. Donc, ça veut dire que tu es comique, mais tu peux pas faire du MMA. Tu es basketteur, tu peux pas faire de la danse classique. Enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Je veux dire, ouais, je vois des commentaires des fois, ouais, c'est pas un jeu, reste sur YouTube, fais faire tes films, tu vois. Mais je fais ce que je veux, connard. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai envie de faire demain, je te dis, la planche à voile, je fais ce que je veux, moi. J'ai pas de compte à rendre aux gens. Et puis les gens je comprends pas comment dire, je sais pas, leur frustration, leur haine par rapport au fait que je fasse ça, tu vois. Je fais ce que je veux, quoi, tu vois, c'est pas... En plus, j'arrive, je suis pas du tout, j'en parle pas. C'est pas comme si je faisais une story par jour, je me filme à l'entraînement, ça va saigner, tu vois. Pas du tout, tu vois. Je fais mon truc, je dis rien à personne, je m'entraîne, tu vois, je suis dans mon coin, je casse les couilles à personne, tu vois. Mais après, les gens ont besoin de défouler leur frustration personnelle sur des choses qu'ils ne peuvent pas accomplir eux-mêmes, tu vois. La plupart des gens qui vont critiquer le fait que je monte dans la cage, c'est des mecs qui n'auraient pas les couilles de faire un tête-à-tête sur un parking à Carrefour. Et les grands champions, justement, t'encouragent parce qu'ils savent les sacrifices que ça représente, ils savent que c'est difficile, ils savent que c'est une démarche personnelle à la base, qui est compliquée. Donc eux t'encouragent, tu vois, les gens qui ont vécu, tu vois. Mais les guerriers d'Internet qui sont cachés derrière un clavier avec une photo dans un canoë-kayak et puis une bière, comme ça. Qu'est-ce que tu veux lui dire? À part va te faire enculer. Du coup, tu as la chance d'être dans la même salle que Cyril Gane, qui est le meilleur combattant français. Est-ce que justement, toi, tu as eu des échanges avec lui à ce sujet? Oui, bah, c'est un de mes meilleurs amis, donc oui, c'est un c'est un proche, hein, Cyril. Donc, il est avec moi au quotidien, on s'appelle tous les jours, tu vois. Après, là, il est en préparation pour John Jones, donc on partage pas les mêmes entraînements, tu vois. C'est pas la même échéance, mais il est dans la même salle, on se voit tous les jours, on mange ensemble le midi, il me donne des conseils. Quand il a un peu de temps, il me prend un peu à part pour me montrer certaines choses, tu vois. Donc juste ça, déjà, c'est bien, tu vois, ça me fait plaisir, et puis sa présence me donne confiance aussi, tu vois. Quand lui, il te dit, vas-y, ça va le faire, t'inquiète, c'est cool d'entendre ça, tu vois. D'un point de vue de la préparation, c'est quelque chose que tu connais déjà via l'humour, via les spectacles en fait. Quand on prépare un spectacle, c'est aussi un travail très spécifique, une pression mentale et tout. Est-ce que tu as trouvé des similitudes entre les deux qui t'ont permis de nourrir l'un l'autre? Non. Aucune? Non, aucune, non. Et même la gestion du stress dans le fait de peut-être une échéance? Je sais pas parce que j'ai pas été encore confronté à la foule. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des gestions d'émotions, ça n'a rien à voir, quoi. Entre faire rire les gens puis se faire bourrer la gueule tous les matins... la préparation psychologique est différente, ouais. Mais après, ça se trouve, le fait d'être confronté à une foule aussi régulièrement avec le spectacle va sûrement m'aider à mieux gérer cet engouement ou le monde et tout, tu vois. Mais après, je te dis, hein, quand c'est dans la cage, ce Yabobov, ça va pas me servir à grand-chose. Hein. Oui, c'était plus du point de vue de la gestion des lumières un peu. Quand on a un gros événement dans sa vie qui arrive, c'est une pression et c'est vrai que ça peut servir. Donc, Ouais, mais je pense que ça va me servir là-dessus, tu vois. Mais après, non, franchement, la gestion psychologique d'un combat, c'est nouveau pour moi. Et puis je te dis,
c'est pas du tout les mêmes émotions. Alors, Et justement, par rapport à cette prépa mentale, t'as des exercices spécifiques, tu fais des choses en particulier, parce que pour l'aspect physique, on se doute bien, on a l'image de la préparation très, très intense. Et pour l'aspect mental, du coup, tu travailles dessus comment? franchement, non, hein. Il n'y a pas de. Tu visualises en fait. Tu vois, j'ai des trucs, des fois, je suis dans ma salle de bain tout seul, je suis en train de m'imaginer dans le truc, tu deviens à moitié barge, quoi. Non, je pense que c'est beaucoup de visualisation, d'imagination, tu vois, de préparation psychologique. Tu vois, tu te conditionnes toi-même en fait à vivre ça, tu vois. Mais de toute façon, tu peux imaginer tout ce que tu veux, tu peux le faire 100 fois dans ta tête, ça sera jamais comme tu l'as imaginé. Tu vois, jamais. Ça se trouve, tu sais pas ce qui peut se passer, tu vois. C'est l'inconnu total. Le fait de se lancer aussi en pro à un âge avancé, qui n'est pas l'âge à laquelle... Je t'en prie, fais-moi. un âge avancé pour un sportif professionnel. Ah, oui, ouais. Généralement, les combattants de MMA font leur premier combat pro à 20, 25 ans, grand max, on va dire. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que c'est une préparation spécifique, peut-être une crainte spécifique, le fait de démarrer en pro dans un sport à un âge où généralement on a déjà 20 combats, 25 combats d'expérience? Non, parce que si tu veux, là, ce que je fais attention vraiment, c'est sur les échauffements. Tu vois, là, je fais attention parce que moi, je sais que c'est plus physiquement parlant que tu te sens plus faible, tu vois. Dans le sens où tu as peur de te blesser sur certains trucs. Toi, jeune, qui va tout de suite à fond, le corps, il suit. Tu vois, là, il y a des exercices où je rentre chez moi, j'ai du mal à bouger le dos. J'ai du mal à porter les gamins et tout. Quand ça serait, je sens que j'ai vieilli, tu vois. Mais autrement, dans la tête, ça va. Ça va, je suis prêt, ça va. Tu me parles de ces douleurs et tout, c'est justement, d'un point de vue physique, tu la vis comment cette préparation du coup? Ouais, c'est dur, hein. En fait, tu t'habitues à vivre avec des petites douleurs partout. J'ai mal à l'orteil, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Tu vois, ça c'est chaud. Mais en fait, comme tous les jours, t'en prends plein, et que tu as des nouvelles douleurs qui se réveillent chaque jour, bah, tu t'habitues à vivre avec la douleur, tu vois. Donc, tu vis avec, quoi, tu vois, des petites douleurs à la con, mais tu as des petites brûlures. Là, c'est des griffures ici, tu poses là, tu mets de l'eau dessus, ça brûle, tu vois, un coup dans la tête, tu as mal au crâne, tu prends de Doliprane, tu vois. Ces petits trucs à la con font que, en fait, ton corps, il s'habitue automatiquement, tu vois. C'est comme ça. Colle. Voilà. Oui, mieux. Donc là où tu le fais en force, tu l'arraches. Ou, parce que là tu pars pour une souplesse assez technique. Ouais. Ou tu descends. Tu crochettes. Ok. Merci à toi. Et au jour le jour, la gestion de la discipline, dans le fait de toujours être de bien s'entraîner, de se donner à fond, d'être très sérieux dans sa préparation, est-ce que c'est aussi un challenge? Parce que tu avais déjà parlé du fait que quand tu étais jeune, tu n'étais pas forcément très cadré dans ta pratique du sport et tu manquais de discipline. Et ben là, ouais, t'as raison. Là, la maturité fait que je me donne à fond, tu vois. Ce que j'ai pas fait dans le basket, par exemple, où j'étais talentueux naturellement, sans aucune prétention, mais j'avais des capacités naturelles qui m'auraient permis de jouer, je pense, au plus haut niveau pour faire une carrière, tu vois, une vraie carrière solide, tu vois. Mais j'étais tellement un branleur, je me couchais à 5 h du matin, je bouffais des chips pour le repas du midi. C'était un cauchemar le truc, toi. J'avais pas envie d'aller aux entraînements, parce que j'avais pas d'objectif en fait. Je m'entraînais, mais parce que j'étais là-dedans, donc c'était une obligation en fait, tu vois. Mais j'avais pas d'objectif de faire une grande carrière, tu vois. Donc là, j'ai l'objectif du combat, je sais que je dois faire ça pour être performant. Parce que je pensais pas comme ça avant. La gestion du coup de cette nouvelle carrière, c'est aussi le cas de ton combat contre Xavier Lesoux au HFC. Il y a des gens qui ont pas compris exactement ce qui s'est passé. Est-ce que tu pourrais l'expliquer et résumer un petit peu ce qui a été une petite affaire dans le monde du MMA? Oui, bon, la plupart des gens aussi connaissent pas forcément le milieu, donc c'est pour ça que il faut des explications. En fait, si tu veux, pour arriver sur l'ARES, qui est une organisation professionnelle, il faut faire 6 combats amateurs. Donc en fait, les 6 combats amateurs, moi, vu mon rythme de vie, les projets sur lesquels je suis engagé, que ce soit artistique, théâtre, vie de famille, travail, la société et tout, je peux pas me permettre de faire 6 combats amateurs. C'est-à-dire que l'événement, il serait parti, je serais combattu en 2025, et puis l'envie me serait passée, et puis l'euphorie du moment, ça aurait fait que je l'aurais jamais fait, tu vois. Donc en fait, la seule solution, c'était d'aller en Suisse pour contourner un peu les règles de la fédération qui te disent que s'il y a un seul combat professionnel, nulle part, partout ailleurs dans le monde, tu peux combattre à l'ARES.
Donc on est parti en Suisse avec un coéquipier d'entraînement. Et puis on a fait notre petite affaire là-bas, on s'était mis d'accord évidemment, c'était un petit sparring léger. Et puis, enfin léger, c'était un petit sparring. Et puis voilà, écoute, on s'était mis d'accord que j'allais perdre le combat. Et puis comme ça, tout le monde rentre chez soi sans être blessé. Et puis on a l'autorisation pour participer à l'événement. Tu vois. Après les gens râlent, mais bon, si j'avais pas fait ça, je pourrais pas être sur la carte le 9 mars. Et puis l'événement serait passé aux oubliettes. Et puis je suis pas combattant pro à la base. Hein, donc bon, je vais pas me taper 6 combats amateurs. C'est pas l'objectif de ma vie de devenir combattant professionnel, toi. Là, c'est juste pour participer à un événement. Bon, je peux comprendre que les gens du MMA étaient un peu froissés parce que j'ai eu des privilèges pour eux, tu vois, mais en vrai de vrai, non. C'est juste un truc. C'est le fait de voir quelqu'un qui est connu en dehors du MMA. Donc déjà, ça a rajouté à de la frustration. Le fait de voir cette méthode-là qui est un peu incompréhensible pour certaines personnes qui ne connaissent pas bien. Et le fait que le MMA, c'est quand même un milieu qui est proche des arts martiaux, donc il y a les valeurs martiales, il y a cette notion de valeur, tout ça. Et donc ils voient ce qui ressemble à un combat truqué ou un combat arrangé. Du coup, ça... Après, truqué, j'aurais gagné. Hein, sinon, si c'était vraiment truqué, j'aurais gagné, tu m'aurais vu torse nu. Enfin, première victoire, la route est longue, mais on va y arriver, tu vois. J'ai fermé ma gueule, je suis parti, on a fait le truc, ça a duré que 10 minutes, je suis rentré chez moi, pas un mot, tu vois. On a froissé personne. Bon, ce sont les gens, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, quoi que tu fasses, de toute façon, ils vont parler, ils vont critiquer, ils vont juger, tu vois. Là, c'était juste pour participer à l'événement. Pour parler un petit peu plus de ta vie perso, notamment dans une période qui est très très chargée pour toi, comment ça se passe le fait de gérer un training camp avec toutes les occupations, tous les besoins que tu as sur les entraînements par jour, sur les déplacements, sur tout ça? Gérer ça avec une vie de famille, ça se passe comment pour toi actuellement? Bah, c'est des sacrifices, hein. C'est des sacrifices parce que je passe moins de temps avec les enfants. J'ai beaucoup de routes, tu vois, c'est loin, tu vois, la Normandie, de là où je vis, 95% du temps à la salle où je vais m'entraîner, c'est loin. C'est beaucoup de fatigue, psychologique, physique, tu vois. Mais écoute, c'est une période courte de ma vie, donc tu vois, j'essaie de me donner à fond là-dedans, tu vois. Voilà, dans 3-4 mois, on sera sur une plage, j'espère, en train de faire la fête et tout. Enfin, j'espère. Mais de façon générale, quand on multiplie les projets, c'est toujours une question qui revient quand on fait des tournages, quand on doit se déplacer, etc. Depuis que tu as connu un petit peu la célébrité, que du coup tu as des projets qui s'enchaînent, est-ce que c'est une question qui revient régulièrement, le fait de trouver de la place pour sa vraie vie, sa vie normale, entre guillemets? Bah, ouais, c'est dur, hein. Après, c'est sûr que quand tu as une vie, entre guillemets, un peu chargée, c'est un peu compliqué de... Ça fait partie des inconvénients aussi de ça, tu vois. De passer un peu moins de temps avec les proches, de pouvoir être moins dispo pour les gens, d'avoir moins de temps avec les copains, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais, tu vois, là, j'ai une grosse période qui va durer 3-4 mois. Mais après, je vais prendre du temps pour moi, tu vois. Ça va aller, quoi. Enfin, j'espère. Et par rapport à la performance sportive, donc la préparation, il y a justement ce côté qui est un peu en contradiction avec la vie de famille, c'est que la performance sportive, la préparation, c'est quelque chose d'assez égoïste, où on pense à soi, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on travaille sur sa nutrition, son corps et tout. Et la vie de famille, c'est le partage, etc. Donc est-ce que c'est un truc aussi qui a été difficile à gérer, le fait de devoir travailler beaucoup sur toi et donc te concentrer sur toi, cette notion un petit peu d'égoïsme? Moi, après, je fonctionne... moi, le plus important pour moi, c'est psychologiquement, tu vois. Si les gens chez moi ils sont là, ils comprennent, ça se passe bien quand tu es à la maison, même le peu de temps que tu es là, ça rigole, c'est sympa, la bonne humeur et tout. Le physique et la nutrition, ça passe après. Le plus important, je pense que c'est la tête. C'est la tête qui fait tout, tu vois, je pense. Pour moi, hein, le cerveau contrôle 95% de si ça va bien se passer ou pas. C'est une question d'envie, tu vois. Moi, je connais des mecs qui sont ultra performants, ultra physiques, mais la tête, elle y est pas, tu vois. Et ça marche pas. Alors que t'as un mec qui est là, tout déterminé, il est en pleine forme, le fumier, tout va bien à la baraque, il a envie de t'arracher la tronche. Il y va, il est plein de bonne humeur, tu vois. Il est heureux, quoi. Donc je pense que la tête, c'est le plus important, je pense. Psychologique. Et donc, cette psychologie dont tu parles, c'est aussi le soutien de ta famille dans ce que tu fais. Eux, ils le vivent comment, du coup, cette période? Tu parles de ma femme et mes enfants, ou la famille en général? Bah, ça peut être les deux, mais oui, peut-être la famille en général. Sans parler de ma femme et mes enfants, mais de la famille en général, moi, je fais ce que j'ai envie de faire, tu vois. Même si le papa ou la maman ou les grands-parents ils disent faut pas faire, je
je fais, tu vois. C'est pas... Eux, je pense pas qu'ils soient d'accord, le fait que je fasse ça, ils ont un peu peur parce qu'ils connaissent pas, tu vois. Mais ça... C'est moi qui décide dans ma tête, tu vois. Si j'ai envie de le faire, je le fais. C'était plus par rapport à ta femme et tes enfants qui auraient pu être bloquants s'ils étaient Ouais, pas à l'aise ça avec m'aurait ça? plus bloqué si mes enfants ils voulaient pas, ou si ma femme elle me dit écoute, c'est dangereux, tu sais, c'est ton quotidien, c'est avec eux que tu vis, tu vois. Parce que moi, de mes parents, tout ça, je suis un peu. On se voit pas tout le temps, etc. Donc, moi, ce qui m'importe dans une décision comme ça, c'est que c'est le quotidien que tu vis, tu vois. Est-ce que une fois que tu auras passé cette épreuve donc de MMA et que tu auras coché cette nouvelle case, est-ce qu'il y aura dans ce fameux carnet du coup des nouveaux objectifs, il y aura une espèce de suite un peu très calibrée où tu sais exactement ce que tu vas vouloir tenter ensuite si t'as Ouais, d'autres projets? j'ai mon film que j'ai envie de faire. Là, j'ai envie de faire mon film. Donc ça a été signé avec Pathé, etc. Normalement, on commence au mois de septembre, tu vois. Et ça, c'est mon objectif de vouloir faire mon premier film, que ce soit un bon film et qu'on s'amuse avec tout le monde et tout, tu vois. Ça, c'est mon prochain objectif. Et avec le MMA, tu voulais te dépasser, tu voulais un peu prouver à toi-même et relever un challenge. Et avec le film, ce serait quoi du coup l'objectif et ce qui te stimule le plus? Bah, en fait, c'est de faire des films qui me ressemblent, faire un film qui me ressemble, tu vois. Faire un film avec l'humour qui m'a toujours fait rire, parce qu'aujourd'hui, moi, franchement, très sincèrement, les films français me font plus rire du tout, quoi. Je trouve ça tellement castré, tu vois. Moi, j'ai fait les tournages. Dès que tu pars en impro, non, il faut pas dire ça, non, ce mot c'est interdit, ah non, ça va faire un scandale, tu vois. Donc moi, si je fais un film, ça va être un... On va y aller, quoi. On va y aller dans tout ce qu'il faut pas. Mais tu vois, toujours avec de l'amour, mais... C'est ça moi, ce qui m'insupporte dans ce milieu artistique, c'est le manque de... C'est ça, c'est le manque de liberté, c'est le manque de couilles, le manque de... Ils osent pas, ils ont plein de choses en tête, mais ils osent pas les dire, parce qu'ils ont peur du scandale, ils ont peur de perdre les contrats, ils ont peur de machin. Donc du coup, ça fait que des robots qui sont tous conditionnés dans le même truc, et puis ils osent plus dire les choses, quoi. Je sais pas si t'as déjà reçu des artistes ici, mais laisse tomber, tu vois, dis pas de gros mots, dis pas ça, parle pas de ce sujet-là, c'est compliqué, tu vois. Pourquoi t'es artiste alors reste chez toi? Un artiste, normalement, c'est quelqu'un qui a une opinion, qui a un avis, qui a des choses à dire, qui a des revendications. C'est ça un artiste, tu vois. Si tu fais de l'humour juste pour me montrer tes fesses et puis, tu vois, ouais, pour faire des blagues bidons, moi ça me fait pas rire ça. Moi j'aime bien l'humour quand il va dans des sujets un peu compliqués mais qui dénonce quand même quelque chose, tu vois. Moi c'est ça qui me fait rire en tout cas. Mais moi je trouve que les artistes aujourd'hui, mais c'est même pas de leur faute, hein. C'est la faute de la société. Tu vois, on n'aura plus jamais de Coluche, on n'aura plus jamais de Depardieu, on n'aura plus jamais de mecs comme ça. Tout est très contrôlé, ils ont peur de tout. Parce que la société en a fait des monstres, tu vois ce que je veux dire? Dans l'artistique, en tout cas, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment... laisse tomber. Ben, merci beaucoup, Mathias. Merci à vous.